Hello, bienvenue sur le premier podcast qui donne la parole aux francophones installés au Canada pour donner toutes les clés à celles et ceux qui se posent des questions sur la vie canadienne. Ce podcast est fait pour toi si tu te poses des questions sur la vie au Canada, tu veux découvrir des retours d'expats inspirants et transparents, tu rêves de nouvelles opportunités professionnelles pour ta carrière ou tout simplement tu es déjà au Canada et tu veux écouter des histoires de collègues expats. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour partager mes doutes, mes victoires et mes rêves. Seul ou accompagné d'invités qui ont également tout quitté pour poursuivre leurs rêves, nous avons une mission, te raconter avec authenticité et transparence notre expérience. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Jessica qui est devenue citoyenne canadienne et qui vit à Québec depuis 7 ans avec sa fille âgée de 11 ans. Depuis quelques mois, elle a relevé un nouveau défi en tant que technicienne en aménagement pour le secrétariat du Conseil du Trésor du Québec. Salut Jessica et bienvenue sur le podcast. Salut Hélène, merci beaucoup. En préparant l'épisode, tu m'as dit que tu travaillais dans le secteur public. Est-ce que tu pourrais nous en parler, nous dire ce que tu fais concrètement, quel est ton rôle et quelles sont tes missions au quotidien? Oui, effectivement, en fait, juste pour faire une petite anecdote par rapport à ça, c'est que quand je suis arrivée au Québec, j'ai cherché du travail directement avec mon permis de travail et il s'est avéré que grâce à une agence de placement, j'ai pu trouver au gouvernement directement. Donc, j'ai eu un premier pied au gouvernement grâce à ça. Après, j'ai dû faire par contre le processus de l'époque qui existait, qui était les concours de la fonction publique, pour après avoir ma permanence. Donc là, actuellement, je suis permanente au gouvernement et cet été, j'ai eu une opportunité on va dire, d'une évolution de carrière sur un poste de technicienne en aménagement. Donc, en quoi ça consiste? C'est que dans l'équipe où je travaille, je viens vraiment apporter un soutien aux professionnels sur des projets, on va dire, plus de réaménagement des espaces, des bureaux. Et j'ai aussi un volet un peu plus administratif qui est service à la clientèle, si on peut dire ça comme ça. Donc, ça ressemble un petit peu, pas mal à ça, je te dirais, au niveau de mes fonctions actuelles. Et je suis curieuse, il y a quelques années, comment ça se passait ce fameux concours? Alors, moi, j'ai fait 2 concours à l'époque, parce qu'il y en avait un qui était ouvert, en fait, en continu, vu qu'il y avait un besoin constant, c'était celui d'agente de secrétariat. Donc, je me suis inscrite, j'ai été, entre guillemets, «convoquée», c'était dans un établissement, scolaire, si je ne me trompe pas, c'était au cégep, de Sainte-Foy. Donc ça fait vraiment très un peu, salle d'examen. On arrive, on a un petit bureau avec genre quelques crayons de papier, un surligneur et tu sais, on a on nous remet nos copies et là on fait notre examen. On répond à nos questions comme on peut et tout ça. Alors c'est sûr que oui. Excuse-moi, ça veut dire que tu l'avais préparé en amont, évidemment. Oui, 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 je me suis vraiment, préparée parce qu'agente de secrétariat, on va dire que la particularité, c'était vraiment sur le français, tu sais, l'orthographe, la langue française, sachant qu'on s'entend qu'au Québec, il y a quand même des petites, nuances, dans les termes qu'on peut employer. Donc, tu sais, un terme qu'on va dire en France va pas forcément vouloir dire la même chose au Québec. Donc je me suis dit: «Ouf, va falloir quand même que je me prépare pour être sûre de pas me tromper et de faire un quiproquo ou de pas comprendre la consigne», mais ça va. Dans l'ensemble, c'était plus, on va dire, axé sur vraiment les spécificités de la langue française, c'est l'orthographe et tout ça. Après, je me souviens plus s'il y avait eu une autre, ça remonte un petit peu. Je sais qu'il y avait 2 étapes, il me semble, dans ce concours-là, si ma mémoire est bonne. Donc, voilà, j'ai passé ce premier concours. Après, j'ai eu mes résultats qui donc, en gros, te donnent, comme une sorte de, c'est de, ah, j'ai perdu mon mot. En gros, tu es, dans une banque de données de Ok. personnes disponibles. Donc, une fois que tu le réussis, tu es dans cette banque de données-là et tu reçois des offres en accord avec cette classe d'emploi, en fait, au Ok. niveau de la catégorie d'emploi. Et tu peux appliquer sur tous les postes qui correspondent à cette catégorie d'emploi. Sauf que moi, à cette époque-là, la particularité que j'avais, c'est que comme j'étais encore en permis de travail et que le gouvernement n'avait pas revu son système de dotation des postes, on ne pouvait pas encore appliquer. Ils n'avaient pas changé la loi pour que les personnes avec permis de travail puissent appliquer. Il fallait vraiment avoir la résidence permanente. Oh, ok. J'avais le concours, mais je n'avais pas encore la résidence permanente et la loi n'avait pas changé. Donc, bon, du coup, j'étais un petit peu entre deux. Et Entre deux. il s'est passé combien de temps entre ce moment d'attente et le moment où tu es devenue résidente permanente?
Je me souviens plus exactement, mais je dirais dans les 6 mois à peu près, où il y a eu quand même ce laps de temps. Par chance, comme il y avait des besoins spécifiques, on a pu renouveler mon contrat en fonction de ces besoins-là pour me garder dans la même organisation. Et après, moi, le concours qui m'intéressait le plus, c'était celui de technicienne en administration qui correspondait à mon niveau de BTS en France. Et celui-là, il ouvrait vraiment avec des dates spécifiques. Donc, il fallait que je reste vraiment à l'affût de voir quand est-ce que le concours allait ouvrir pour pouvoir appliquer, donner ma candidature et après être sélectionnée pour passer ce concours-là. Donc, celui-là, j'ai pu l'enchaîner finalement et le passer aussi après. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour bien préparer ces concours? Ben, actuellement, les concours n'existent plus. Ils ont été abolis. Donc, je n'aurais pas vraiment de conseils à donner, malheureusement, parce que là, le système de dotation a vraiment changé. On est plus sur un système où ben, soit on est déjà dans la banque de données et on peut appliquer, parce qu'admettons, tu sais, moi, ma classe d'emploi que j'ai actuellement me permet d'accéder à tous ces types d'emplois qui peuvent être disponibles au gouvernement. Donc, admettons que j'aurais envie de changer demain, bah, je peux regarder les offres qui sont dans ma classe d'emploi et je peux appliquer dessus si l'emploi m'intéresse. Après, pour tout ce qui est personnes qui voudraient appliquer de l'extérieur, je sais qu'il y a des conditions de diplôme. Il faut vraiment avoir le diplôme qui correspond à la classe d'emploi. Et il y a une sorte de petit examen de passage, mais alors celui-là, j'avoue que je ne le connais pas. Je sais que dans mon ancien ministère, j'avais eu passé des entrevues pour des postes et que j'avais convoqué, entre guillemets, les personnes. J'avais participé un petit peu au processus de recrutement, mais c'était pas moi qui m'en occupais directement pour tout ce qui était aspect examen. Donc, j'aurais malheureusement pas de conseils à donner de ce côté-là. Est-ce que tu vois des différences par rapport à ton emploi d'assistante en gestion administrative en France, par rapport à ton emploi actuel en termes de hiérarchie, de mission, peut-être des horaires, des avantages? Alors, c'est sûr qu'il y a deux mondes un petit peu entre la France et le Québec au niveau travail. Après, j'ai pas vraiment d'expérience, comment dire, vraiment identique pour Mhm. dire que la comparaison serait vraiment, tu sais, Exact. exacte. Voilà, c'est ça. Par contre, c'est sûr qu'en France, j'ai eu quand même plusieurs emplois différents dans l'administratif. Et notamment, j'ai été dans un organisme un petit peu semi-public, vu que c'était du logement social. Donc, tu sais, j'ai quand même quelques notions, mais j'ai jamais été dans la fonction publique en France. Donc, je pourrais vraiment pas comparer les deux systèmes. Par contre, en termes de hiérarchie, en termes de, tu sais, d'horaire de travail, je sais qu'en France, tu sais, c'est assez carré hein, en termes d'horaire de travail, de ce que je me souviens. Tu sais, c'était limite, on pointait, suivant Ouais. les postes que j'ai eus. Donc voilà, au niveau de la reconnaissance aussi, en tout cas, en France, on n'était pas rendu au même stade qu'au Québec. Après, je te dirais que ça va aussi varier en fonction du gestionnaire que tu vas avoir, parce que tu sais, j'ai eu plusieurs gestionnaires différents au Québec, et t'en as qui auront peut-être plus de facilité à montrer une reconnaissance par rapport à ton travail que d'autres. Donc c'est certain que tu sais, C'est partout pareil. Ouais. c'est un petit peu de partout pareil, je te dirais, mais il y a quand même je trouve, une meilleure ouverture au Québec. En tout cas, moi, j'ai pu apprendre quand même à accepter plus facilement mes petites erreurs que je pouvais faire au quotidien. Tu sais, des fois, ça pouvait arriver des petites erreurs d'inattention ou autre, qu'en France, ça passait vraiment pas, quoi. Tu sais, tu pouvais limite pas te faire ramasser, mais pas loin, quoi. Tu sais, c'était vraiment, il y avait quand même un petit écart à ce niveau-là. Donc, Ouais, c'est quand même plus strict sur certains aspects quand tu fais des oui, erreurs. On va bien te le notifier, te le souligner par courriel voilà. ou par voie orale, alors qu'ici, j'ai l'impression que on est quand même plus indulgent et plus dans la valorisation des bons coups, si on peut dire ça comme ça. Oui, oui. Et tu sais, ça arrive, l'erreur est humaine, tu sais, on te le fait, tu sais, Bien sûr. on te fait relativiser en te disant, bah oui, mais il y a que ceux qui font rien, qui font pas d'erreur, tu sais, c'est sûr que, tu sais, bon, il y en a qui peuvent avoir plus d'impact que d'autres, on s'entend. À date, j'ai quand même été chanceuse, j'ai jamais eu, tu sais, de situation où ça aurait pu être préjudiciable, mais, tu sais, voilà, c'est sûr que moi, j'ai toujours un petit côté peut-être perfectionniste qui aime pas faire d'erreur, donc c'est certain que, tu sais, j'essaye de faire au mieux à chaque fois. Puis en termes d'horaire, t'es à 35 ou 40 heures ou moins?
Je suis à 35 heures et j'ai l'horaire variable. Donc, c'est-à-dire qu'on a des plages fixes où tu es obligé tu sais, d'être présente pendant cette période-là. Mais par exemple, moi, je peux commencer à 7h30 le matin et finir à 3h30 l'après-midi. Et si un jour j'ai envie de commencer à 9h30, je pense, ouais, c'est 9h30, et finir à 17h30 ou 18h, bah, je peux finir aussi à ces heures-là. Je gère vraiment mon horaire comme je veux et ça, c'est quand même un petit plus au niveau de la conciliation vie de famille parce que tu sais, quand tu as des petits rendez-vous, des choses comme ça, bah, ça aide bien. Est-ce que le télétravail est aussi démocratisé dans ton emploi actuel? Oui, actuellement, on est 2 jours en présentiel. Des fois, ça peut arriver que je sois 3 jours en présentiel parce que c'est sûr qu'en aménagement, on a des fois plus de sollicitations sur place, mais principalement, c'est 2 jours en présentiel et 3 jours en télétravail. Tu me parlais aussi tout à l'heure avant d'enregistrer que tu t'étais lancée dans l'entrepreneuriat. Tu peux nous en parler un peu, nous dire, tu sais, comment on fait pour lancer son entreprise au Québec, comment ça marche, c'est quoi les formalités administratives, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est pas facile? Bah, ça va dépendre vraiment du type d'activité. C'est certain que suivant l'activité que tu vas vouloir lancer, il y aura peut-être plus de formalités administratives à faire que d'autres. Moi, j'ai décidé de me lancer en tant que designer en communication visuelle. Donc, ça, tu sais, ça regroupe tout ce qui va être attrait au visuel, tu sais, des réseaux sociaux ou des documents, tu sais, de personnaliser les documents à l'image de l'entreprise. Moi, je vais donné pas mal de services là-dedans. En plus, comme j'avais déjà quelques compétences en photographie et retouche, j'offre également ce service-là. Euh, Il y a une règle quand même qui est pas mal générale au Québec, c'est que du moment que tu utilises ton nom propre, c'est ton nom, ton prénom, tu n'es pas obligé de t'enregistrer au REQ, qui est le registraire des entreprises du Québec. Et si tu ne fais pas plus de 30 000 dollars je crois que c'était sur 4 trimestres, il me semble, en tout cas sur une année, tu n'as pas cette obligation de t'enregistrer. Si tu dépasses ce montant-là, c'est sûr qu'après, tu es obligé de t'enregistrer à ce registraire-là. Et après, il y a plusieurs types d'enregistrements dépendamment, tu sais, du statut. C'est un petit peu comme en France, tu sais, il y a des statuts comme la SARL, des choses comme ça, que je me souviens un petit peu ce qu'on avait en France. Donc moi, dans mon cas de figure, je me suis pas enregistrée vu que j'ai créé, entre guillemets, mon entreprise à mon nom propre et que pour le moment, comme c'est juste le début de mon activité, les revenus que je génère sont pas suffisants. En fait, ça va venir juste se cumuler à mes revenus de mon emploi au gouvernement pour ma déclaration d'impôt. Donc, c'est certain que c'est quand même assez simple si on veut partir en tant qu'auto-entrepreneur. Après, pour tout ce qui va être plus grosse structure, là, j'aurai moins tu sais, d'informations à ce niveau-là. Tu parles de déclaration d'impôt. Est-ce qu'il y a besoin de déclarer autrement? Donc, je parle par exemple de l'URSSAF qu'on a en France. Est-ce qu'il y a quelque chose de similaire ici ou pas du tout? Pas à ma connaissance, non. J'avoue que non, il n'y a pas d'équivalent de l'URSSAF. Parce que l'URSSAF en France, si je me trompe pas, c'était vraiment pour les revenus entrepreneuriales, hein, c'est ça? Oui. Ouais. Puis, il me semble que c'était comme soit au trimestre, soit bah, chaque mois. Peut-être ce qui va se rapprocher, là je pense ça avec des petites pincettes, ce qui pourrait peut-être se rapprocher de l'URSSAF, ça serait les déclarations de taxes TPS, TVQ, de Ouais. ce que je pourrais voir. Mais ça, c'est pareil, tant que tu fais moins de 30 000 par période, je crois que c'était ouais, sur des trimestres, tu n'es pas obligé de t'inscrire à la taxe. Par contre, tu ne la déclares pas et tu ne la récupères pas. C'est-à-dire que moi, admettons, demain, je vais faire une facture à 100 dollars. Ben, ça va être juste 100 dollars. Il n'y aura pas tu sais, de 15 dollars de plus par rapport à la TPS et la TVQ. Donc, il n'y aura pas de déclaration à faire de ce côté-là, ni de récupération de taxes à faire. Pour développer ton activité, comment tu fais? Est-ce que tu aurais des conseils à donner, je pense, à des groupes Facebook, du réseautage, des webinaires, ce genre de choses? Comment on fait? Alors, bah, c'est sûr que moi, j'ai peut-être eu un petit peu un parcours atypique parce que j'ai été accompagnée au départ par une conseillère d'orientation. J'avais eu aussi des échanges avec une travailleuse sociale par rapport à ça. Et c'est grâce à cette travailleuse sociale que j'ai eu connaissance d'un programme qui s'appelle S'entreprendre, qui est offert par la Fondation Lise Watier. Et j'ai pu
faire partie de la dernière cohorte. Donc, c'est un programme de développement personnel et entrepreneurial. Donc, c'est là où je suis vraiment allée chercher des outils et compléter un petit peu ce qui me manquait pour pouvoir me lancer. Et grâce à ce groupe-là, bah, j'ai pu avoir après d'autres références comme le groupe Les Femmes de Tête sur Facebook, où c'est vraiment un groupe dédié aux femmes entrepreneurs. Donc, il y a tout domaine, et même quand on veut chercher quelque chose de spécifique ou un sujet en particulier, bah, on peut faire avec une petite recherche. Voilà, cette recherche-là. Récemment, je cherchais une courtière en assurance et ben, j'ai trouvé des références sur ce groupe-là. Donc, j'étais bien contente. Ça a l'air d'être une vraie mine d'or. Je ne l'ai pas encore exploré dans son intégralité, mais je sais que c'est un bel outil. Donc, ouais, je te dirais que ce serait peut-être pas mal ça au niveau des références à avoir. Après, pour le programme S'entreprendre, c'est entre guillemets sur candidature. Donc, il faut faire des démarches, remplir un formulaire en ligne, apprendre à des entrevues et il y a des sélections. La pandémie du Covid-19 avait comme pas mal ébranlé la qualité de vie au Québec, comme ailleurs évidemment, mais toi, Mhm. comment tu vois ton avenir ici, avec ta fille notamment? Oui, bah, je t'avoue que je me pose pas mal de questions à l'heure actuelle sur le fait de rester à Québec. J'aime la ville de Québec, j'adore mon quartier. C'est sûr que tu sais, j'ai un contexte de mère monoparentale, donc financièrement, au niveau des revenus, ça, ça reste quand même certaines. tu sais, Ça limite un petit peu les choix en termes de logement, notamment, des choses comme ça. J'ai un projet d'achat immobilier que j'avais reporté justement avec la pandémie et tout ce qui a suivi. Il est toujours présent, mais je t'avoue que le prix actuellement sur le marché est quand même assez limitant par rapport à ma situation et à mon budget. Et de même, tu sais, j'hésitais peut-être à déménager de mon logement actuel, mais quand je regardais le prix des loyers, je fais ouf. Quand tu es solo, c'est sûr que c'est quand même un sacré budget. Et j'ai l'impression que plus on avance, plus ça va quand même garder une tendance vers la hausse, de même pour l'inflation, tu sais, de manière générale, l'épicerie, des choses comme ça. Tu sais, ça se ressent. Ça se ressent quand même. Et bon, après, c'est sûr que moi, ma fille, là, elle va passer au secondaire l'année prochaine. Donc, elle a déjà son école et ça reste à Québec. Donc, personnellement, pour qu'on ait quand même un quotidien qui soit assez facile à gérer pour tout ce qui va être déplacement, tout ça. Je vais rester à Québec pour les prochaines années. Mais sur le long terme, je ne sais pas. Honnêtement, ça sera vraiment à voir plus tard. Est-ce que c'est peut-être aller en région ou alors un retour en France est envisageable ou pas du tout? Alors, personnellement, la vie en France me manque que pour une seule chose, la famille et ma meilleure amie. Vivre en France, je ne me verrais pas revivre en France. Donc, non, mon souhait serait de rester au Québec. Par contre, le sud, le soleil, la chaleur me manque un petit peu. Ça, des fois, c'est un peu plus dur. Euh, mais, tu sais, ça reste que Québec, on est quand même encore dans un contexte où tu peux te balader tranquillement sans avoir peur de te faire interpeller dans la rue. Ou, tu sais, j'oublie des fois mon téléphone dans mon auto encore. Mais je m'inquiète pas, la dernière fois, je l'ai oublié. J'ai fait, oh, bah, je redescendrai plus tard le chercher. Tu sais, c'est pas grave. Donc, on a encore quand même un confort et une sécurité de vie au Québec qui est appréciable. Donc, on va espérer que ça ne change pas et que ça reste comme ça pour les prochaines années, en tout cas. Au niveau de ta fille, et est-ce que tu as connu des étapes spécifiques? Tu parlais du secondaire, qu'il y a des choses qui ont été des défis pour toi à ce niveau-là? Ah ben c'est sûr que oui, le système scolaire est complètement différent au Québec par rapport à la France. Bah déjà, quand on est arrivé au Québec, il a fallu qu'on trouve une garderie parce que notre fille était scolarisée en France. Sauf qu'au Québec, à l'époque, les maternelles 4 ans, ça commençait à peine à se démocratiser. Là, ça commence, je pense, à être un peu plus intégré, mais l'école, c'est 5 ans.
au Québec. Donc voilà. Donc il y a eu une période où il a fallu trouver une garderie et le prix d'une garderie au privé, c'est quand même un sacré montant. Je pense que j'avais presque mon salaire au complet qui passait dans la garderie quand on est arrivé. Oui, oui, j'en avais pour plus de 1000 $ de garderie par mois. Heureusement, ça a été qu'une courte durée. Mais j'ai trouvé par contre le concept intéressant, c'est qu'on avait trouvé une garderie anglaise pour ma fille. Donc elle avait pu intégrer une garderie anglaise et tu sais, ça avait développé un petit peu ce côté-là chez elle, bon, qu'après elle a un petit peu perdu. Et après, elle avait réussi à rentrer en maternelle. Donc ça, je te dirais que la maternelle, c'était à peu près pareil comme en France. Après, ils ont ce qu'ils appellent le primaire, qui est à peu près similaire. C'est juste que le primaire a une année de plus. Donc là, au Québec, ça va de la première à la sixième. Donc présentement, elle est en sixième année, elle est toujours en primaire, alors que bah, sa meilleure amie en France est en sixième au collège. C'est par rapport à l'âge, il y a un petit décalage. Et après, au niveau du secondaire, c'est sur 5 ans, le secondaire. Donc là, c'est pareil, elle sort comme une sorte de décalage. Tu sais, le secondaire, ça fait le collège et un peu le lycée. Je crois qu'il termine le secondaire aux alentours de 17 ans ici, dans ces eaux-là. Et est-ce que ta fille, elle s'épanouit aussi au Québec? Peut-être qu'elle avait moins de points de comparaison avec la France comme elle était jeune, j'imagine. Oui, elle avait moins de points de comparaison. Par contre, c'est sûr que son départ a été quand même un peu mouvementé dans le sens où sa meilleure amie lui manquait beaucoup, surtout la première année, elle l'a réclamé énormément. La famille aussi, c'est normal, il y a un déracinement quand même qui se fait, malgré qu'elle avait pas 5 ans quand on est arrivé, elle avait 4 ans. Donc, c'est sûr que c'était jeune, mais limite, tu sais, pour dire. Après, elle s'est quand même bien intégrée. La neige, quand c'est enfant, ça triple la neige. Donc, il n'y avait pas de souci. Elle n'était pas perturbée du tout par rapport à la neige et au froid, contrairement à moi. Là-dessus, c'était bien drôle. Et après, je dirais, il y avait peut-être bah, ça, je pense qu'elle s'en rendra peut-être plus compte au secondaire parce qu'on avait fait les portes ouvertes cette année et l'année d'avant. Mais le secondaire, c'est vraiment, je pense que la plupart des secondaires offrent ça. C'est qu'il y a un programme régulier au secondaire, mais après, tu as des programmes avec des spécificités comme art-études, robotique, et je trouve ça vraiment intéressant. On n'a pas ça en France, et honnêtement, limite, ils m'ont vendu le programme, ça me donnait presque le goût de retourner à l'école quand j'avais fait les portes ouvertes. J'ai fait, oh mon Dieu, mais c'est bien intéressant ce qu'ils proposent. C'est vrai que j'ai jamais entendu ça en France, c'est vraiment chouette. Oui, non, vraiment. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant. Donc là, elle a pu formuler ses choix. Bon, le premier choix n'avait pas été retenu, mais elle a eu son deuxième choix en robotique. Tu sais, elle a quand même hâte de pouvoir expérimenter ça parce que, bon, c'est sûr que c'est des programmes qui sont un peu plus condensés parce qu'ils ont quand même les matières générales, mais qui sont un peu plus réduites et condensées pour pouvoir justement faire ces cours un peu plus spécifiques. Donc, c'est certain que ça va demander un peu plus de travail, un peu plus voilà, de rigueur derrière que le programme régulier. Mais je trouve ça tellement intéressant qu'on puisse intégrer ça aux études. En tout cas, ça va permettre de la faire cheminer et de voir peut-être plus tard si elle veut vraiment s'orienter dans un domaine plus spécifique lié à la robotique. Ben, au moins, elle aura eu des connaissances, elle aura touché à ça et je trouve ça intéressant en tout cas. C'est vraiment bien parce que des fois, tu sais, l'école, c'est un peu théorique et pour les enfants, c'est pas toujours évident, d'autant plus aujourd'hui, de s'y Ah oui. intéresser. Mais là, la Non, non. robotique, c'est hyper chouette de pouvoir en apprendre plus. Oui, oui, oui. Après, il y a eu un gros virage numérique aussi avec la pandémie, hein. C'est sûr qu'ils sont très, très connectés aux écrans. Ça, c'était des préoccupations qu'on avait un peu soulevées aux écoles. Ça reste que c'est certain que maintenant, ça fait partie de la réalité. Donc, mais je sais qu'elle a eu une enseignante l'année dernière qu'elle adorait. Elle lui donnait des projets tout le temps super intéressants à faire. Enfin, ils avaient même une version Canva pour étudiants, tout ça, où elle faisait ses présentations sur Canva. On est loin du PowerPoint ou des choses comme ça. Là, on a vraiment euh, bien évolué là-dessus. Je trouvais ça bah, plus dynamique et même plus stimulant pour l'enfant. En tout cas, moi, je la trouvais plus stimulée. Donc, j'étais bien contente, tu sais, de voir que derrière, il y avait des projets qui étaient intéressants à faire. Moi, j'aurais aimé faire ça à son âge. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ton partage, Jessica. C'était chouette de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.